Les Chroniques du Sud en mode découverte vous emmènent cette semaine dans la vallée du Laverque. Petite sœur de la vallée de l'Ubaye, cette vallée est comme cachée à l'abri des regards, et pour ne pas déranger l'équilibre qui y règne, il faut y pénétrer tout doucement. Pour la petite histoire, le mot Laverque viendrait du mot lave. Ce sont ces mouvements géologiques survenus pendant des siècles qui ont fait de ce vallon un monde à part. Depuis la nuit des temps, l'homme a appris à vivre de cette nature particulièrement riche et variée. Et fut une époque, on recensait sur le vallon plus de 400 habitants vivant grâce au pâturage et aux forêts. Mais que reste-t-il maintenant de tous ces forestiers, de tous ces éleveurs qui ont façonné le paysage du Laverque ? Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques âmes qui peuplent les 14 hameaux du vallon, et c'est à travers leur histoire que je vais vous raconter celle de la vallée du Laverque. Et voici Michel. Depuis 40 ans, il est exploitant forestier et les arbres n'ont plus aucun secret pour lui. Il faudrait compter toutes les cernes pour voir les années qu'il a, mais c'est un arbre qui a bien 100 ans, bien. Benoît, lui, est ce qu'on appelle un liquoriste distillateur. Et l'une de ses spécialités provient de la cueillette de la fleur de mélèze. Plus bas dans la vallée, Émile nous fera revivre le travail des scieurs le temps d'une découpe de bois. Quand je revenais de l'école, je lui ai donné un coup de main ici pour trier les planches, etc. Quant à Joël, il nous ouvrira les portes de son exploitation agricole qui recèle de véritables trésors. Mais pour le moment, je retrouve Lucien, gardien de la mémoire du Laverque. Alors Lucien, ici on est vraiment chez toi, c'est ta vallée, la vallée du Laverque. Ce qu'on voit là, c'était un fleuve de glace, il y a quoi, 20 000 ans? Oui, 20 000 ans, 15 000 ans. C'est la période quaternaire qu'on appelle, c'est là où les glaciers remplissaient toutes les vallées des Alpes et allaient jusqu'à Sisteron. Et ici, là où on est, il devait y avoir à peu près 700 mètres d'épaisseur de glace avant. Donc il y avait les montagnes qui sortaient de dessous. Donc, puis petit à petit, ça s'est réchauffé, les glaciers ont fondu. Alors j'ai vu en contrebas, par là-bas, il y a une abbaye. Ils sont arrivés quand, les moines? Ces moines qui venaient d'Italie, en passant par Boscodon, près d'Ambrun, sont installés en 1935 et ont décidé de construire ici une abbaye. C'était des moines paysans, des moines cultivateurs, des moines défricheurs, mais qui avaient des troupeaux de moutons, donc ils transhumaient. Donc ils avaient toute une série d'abbayes tout le long de leur transhumance. Et ici, ils sont arrivés avec des convers, avec tout un système économique. Et donc ils ont défriché la forêt, ils ont installé des cultures à l'adret. Et puis ils ont installé, donc ça a été une société à la fois de travail et de religion. Au niveau du travail proprement dit de la terre, ce qu'on voit là, donc rive droite, c'est la forêt, mais rive gauche, on est plus sur le travail de la terre. On cultive quoi? On cultivait du seigle, on cultivait de l'avoine, on cultivait des grains pour faire le pain et pour manger, et puis pommes de terre, beaucoup de foin, parce que l'hiver ici dure 5 mois. Pendant 5 mois au moins, les animaux sont dans les écuries, donc il faut leur donner à manger, donc il faut faire de gros stocks de foin. C'est pour ça que les granges étaient toujours très grandes par rapport au reste de l'habitation. Alors après l'abbaye, il y a plusieurs hameaux qui se sont créés. Il y a sur la paroisse du Laverque, parce que la Laverque est une paroisse, il y a 14 hameaux. Et dans les 14 hameaux, dans les années 1850, il y avait à peu près 400 habitants, donc plus de 100 gamins en âge d'aller à l'école. Parce qu'il y a encore l'école et toi, tes parents allaient à cette école-là. Eh bien sûr, mon père et ma mère ont été à l'école ici, une petite école de 5 mètres sur 5 mètres, avec une institutrice qui était toujours débutante et qui, au bout d'une année, s'en allait vite, puisqu'il n'y avait pas de route pour accéder jusqu'ici. Alors toi, tu y es presque né, tu y as vécu et tu es revenu vivre au Laverque. Eh bien oui, c'est... remarque... C'est l'appel des origines, ce qu'on appelle, c'est mes racines. Lucien pourrait m'en parler pendant des heures de son vallon, de la faune, de la flore, de la géologie, autant de sujets sur lesquels il est incollable.
Et pour mieux être préservé, le vallon du Laverque bénéficie du statut de zone protégée depuis 1981. Alors ici, on est au Duc. Donc aujourd'hui, presque tout le village est en ruine. Mais il reste quand même des lieux où on vit encore. À l'époque, Les gens viennent, oui. à l'époque, ici, on faisait quoi? Mais là, c'était une aire de battage du blé, des céréales. Donc d'habitude, elles sont en plein air et c'est la seule que je connaisse qui est abritée, qui était sous une remise, puisque là-dessus, il y avait une charpente. T'as vu la Il ne taille reste de plus la... que la grosse poutre Elle pèse qui combien? faisait le chaînage. Bah, elle fait à peu près 700 kg, puisqu'à peu près 80 kg mètre linéaire du mélèze, qui fait 60 cm de diamètre là-bas. Oui, le mélèze, le roi des Alpes du Sud. Le roi des Alpes, L'arbre de lumière. Et pourquoi Alpes de lumière? Parce qu'il pousse toujours à la draie. C'est un colonisateur, il arrive dans les régions sèches, très lumineuses. Tout le Briançonnais, toute la Savoie et la région de Nice. Ces maisons, elles datent de quelle époque? Oh, bah, les premières, je ne sais pas, les premières 15e, 14, 15e. Mais le maximum de la population, c'est vers les années 1850. Et la maison qui est là est datée de 1861 avec les initiales de C'est celui écrit qui où? l'a construit. Ah oui, je vois. Et à l'heure actuelle, vous êtes combien? Parce que vous n'êtes pas très nombreux. À l'année, j'entends. Hein. Ah bah l'année, à l'année, depuis l'entrée du Martinet, on doit être une douzaine. Et sur la Verque, on y est 5. Et puis après, il y a des gens qui viennent le week-end. Voilà, qui viennent au week-end, qui viennent profiter du paysage, du calme, de la sérénité, Ouais. qui viennent se ressourcer en vie. Un petit peu comme moi aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais repartir d'ailleurs. Avec l'association de protection et de l'aménagement du Laverque, c'est toute une équipe d'amoureux qui œuvre pour réhabiliter de vieux sentiers oubliés. En y installant des ruches savantes, comme les enfants aiment à le dire, les randonneurs peuvent s'instruire tout en profitant du paysage. Ah oui, c'est drôlement bien fait. Aperçu de la géologie du vallon, ce que tu m'as raconté tout à l'heure. Poursuivons d'autres chemins. Entre la vallée du Laverque et la vallée de la Blanche, voici le col Lapierre qui fut longtemps un lieu de passage pour ses habitants et pour leurs troupeaux. Mais aujourd'hui, j'y retrouve Benoît pour cueillir une fleur un peu particulière. Alors Benoît, si j'ai bien compris, c'est les femelles qu'on cueille. C'est les fleurs femelles qu'on cueille. Ouais. Alors là, tu as les fleurs femelles, et puis si tu retournes la branche, tu as les fleurs mâles, celles-ci, tu vois, qui sont bien différentes. Alors on cueille les femelles parce qu'en fait, elles sont plus gorgées de résine, parce que la femelle, après, petit à petit, au cours de la saison, va se transformer en pomme de pin. Voilà. Ah, tu veux dire ce qu'on voit là? Exactement, voilà. Donc ça se transforme comme ça. Donc là, la fleur va grossir, va se gorger de résine. Les pétales vont se refermer tout doucement. Ouais. Mais là, ça triple de volume. Hein. Alors quand tu fais la cueillette de la fleur de mélèze, Oui. au mois de juin, Au mois de juin. mais la cueillette, elle se fait pas n'importe comment. Non, la cueillette, elle se fait... Alors, quand tu cueilles une plante sauvage, une fleur, même un champignon, peu importe ce que tu cueilles, il faut bien faire attention de ne pas tout prendre, de ne pas tout cueillir. D'accord. Ça, c'est très important, parce que la fleur, c'est grâce à la fleur que la plante va pouvoir s'essaimer, donc va pouvoir continuer va pouvoir se développer. Donc si tu cueilles tout, eh ben, au fur et à mesure des années, il n'y a plus rien, voilà. Le mélèze, c'est l'arbre le plus clair de la forêt. Oui, c'est le conifère. C'est un conifère, le Un mélèze. conifère, oui. Donc c'est le conifère le plus clair de la forêt, Et exactement. le plus doux. Et le plus doux. Parce C'est qu'en fait, c'est incroyable. pas tellement des aiguilles, en fait, c'est des petites feuilles. C'est des feuilles qui sont très fines et C'est super doux. et qui tombent en hiver. Voilà, c'est le seul conifère qui perd ses aiguilles, on va dire, en hiver. D'accord. Alors, notre fleur de mélèze, Alors la fleur de mélèze, pour toi, la fleur elle est femelle. Voilà. à bonne maturité, là, comme ça? Pour qu'il y ait, il faut qu'il y ait des arômes, pour qu'il y ait de la couleur aussi. On a besoin de résine, parce que c'est la résine qui donne ce goût, ces fameux arômes de résine. Donc on l'accueille idéalement à plusieurs maturités. Donc là on pourrait l'accueillir, celle-ci. Oui. Mais on va attendre quelques semaines, ça dépend du Bien climat. sûr. Et on va revenir les cueillir à une maturité un petit peu plus avancée pour avoir justement ces arômes de résine et pour qu'il y ait un petit peu plus de... Dis-moi, on a pris un panier, mais l'idée c'est de remplir le panier parce que... Là ça va être compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais Ouais, écoute, il faudrait se balader, il faudrait
Faire toute la forêt, Oui, peut-être. j'ai qu'on remplit compris. Celui-ci, je peux le prendre ou pas? Oui, oui, Allez. oui. Ce sera toujours 2 de prix. La cueillette serait incomplète si je ne pouvais goûter à ce fameux breuvage. Donc, pour la macération, que ce soit des fruits ou des plantes, c'est... C'est 1 mois. D'accord. 1 mois de macération dans l'alcool. Alors nous, on utilise de l'alcool à 70, c'est une macération douce, Ouais. pour ne pas brûler la plante ou le fruit. Et après 1 mois, on récupère la macération, on presse. Alors quand il s'agit de fleurs ou de fruits, on les presse pour récupérer un maximum de jus et d'arôme. Et après, à cette macération, on rajoute de l'eau et du sucre, donc pour descendre le degré d'alcool. Bien sûr, oui, pour que ce soit Parce pas que 70 La degrés. liqueur, voilà, la liqueur est à 40 degrés, donc on rajoute autant d'eau et de sucre pour arriver à 40 degrés. D'accord. Après, je la filtre. Ouais. Et après, elle est prête à mettre en bouteille. Santé. Merci. Donc là, tu vois, tu as vraiment les arômes de résine. Tu as les arômes de la résine, du bois. C'est assez riche. Aromatiquement, c'est assez riche. Ça doit être bon sur des pancakes. Là, moi, je retrouve il y a du miel aussi. Je retrouve du miel. Ouais. sur les pancakes, Ah, tiens, c'est des pancakes. avec du sirop d'érable. Oui. Ah, on pourrait faire ça. Des pancakes au sirop d'érable flambés à liqueur de mélèze. C'est une bonne idée, ça. J'adore. Tu fais un beau métier, toi. Hein. Je me plante pas. Licoriste distillateur. Distillateur. Artisan, licoriste, distillateur. Ah oui, artisan. Artisan, c'est important. Mais quand même. C'est important. Michel Michel Ça va? Oui. Bonjour. Bon, alors, c'est le grand jour aujourd'hui. Tu m'emmènes où? Tu dis là-haut. Là-haut, encore un petit peu derrière. Et là, c'est parti pour une balade en forêt à bord de ça. Michel est donc exploitant forestier et depuis 40 ans, chaque jour, été comme hiver ou presque, il arpente les forêts. Qu'elles soient publiques ou privées, la gestion des forêts est primordiale pour garantir l'équilibre du vallon. Et pour bien le préserver, il faut couper. C'est ce qu'on appelle le renouvellement par l'éclairement des semis. Donc, c'est ça le mélèze, Michel. C'est ça le mélèze. Voilà, ça, c'est des mélèzes. C'est du très très beau bois, résistant, Ici, c'est une forêt communale. communal, mais géré par l'ONF. Très bien. Toi, quand tu veux acheter une parcelle, parce que acheter le bois qu'il y aura sur la parcelle, tu viens voir, tu estimes, ça se passe comment? Eh bien, je viens voir le bois qui est marqué plus ou moins, s'il est valable. Oui. Comment on sait que le bois, il est valable? Alors, évidemment, toi, tu as 40 ans d'expérience, Parce mais... qu'il faut regarder la qualité du bois, s'il est gros, pour la clientèle qu'on a, donc Ouais. aussi. Et après, s'il est valable, eh donc il faut estimer le prix qu'on va le payer, plus après l'exploitation. Ouais. Donc c'est là que c'est très compliqué pour un jeune qui commence. Oui, mais toi, t'es un vieux loup de mer, comme je dis. Donc le mélèze, pour toi, c'est le plus bel arbre de la forêt. L'arbre de la forêt. C'est pourquoi? Parce qu'il Il est est... résistant et puis après, là, le mélèze, quand il est apprécié, raboté et tout, c'est d'une beauté. Et après, bon, ça dure 200 ans, le mélèze, 200-300 ans. Vous en coupez combien? 1 sur... 1 sur 5 normalement. C'est Ouais. pour ça que la forêt est inépuisable. Comment ça, la forêt est inépuisable? Parce que, Je veux tout savoir. parce que du moment qu'on va en couper un, il va y en rester 5. Ça, c'est une coupe, ça faisait à peu près 28 ans qu'il n'avait pas été marqué. Donc dans 28 ans, tant qu'il marquerait celui-là, mais il en restera encore 4. Donc les petits auront poussé. Donc c'est un bien inépuisable. La forêt bien gérée, c'est un bien inépuisable. Oui, la forêt bien gérée. Donc là, c'est le cœur du mélèze. Tu vois. Ouais. Et donc après, ici, il faudrait compter toutes les cernes pour voir les années qu'il a. Mais c'est un arbre qui a bien 100 ans. Après, quand le garde forestier passe dans la forêt, tu m'as dit qu'il fallait recouper. On fait une entaille pour qu'ils regardent aussi qu'ils ont eu, eux, leur coup de marteau. Pour bien vérifier Pour bien que... vérifier qu'il a bien été marqué. D'accord.
Et donc après, là, ça c'est quand ils martèlent, ils ont le marteau de l'État. Ah oui. Donc c'est l'ingénieur qui leur délivre le marteau le jour qu'ils vont marquer la coupe et qui leur récupère le soir. Et donc là, si on essayerait de se faire un faux marteau, c'est comme de faire des faux billets. C'est la même peine. Ah oui, donc après tu fais un petit peu de prison si jamais tu fais ça. Ouais, peut-être que je n'ai pas jamais fait. Donc. À chacun son métier, eux ils martèlent, toi tu coupes. Voilà. Ça t'est venu comment, toi, cet amour du bois? Dis-moi. De tout jeune, j'ai eu que cette passion du bois, de travailler. Toi, tu es né ici? Ah, je suis né ici, je suis le pur montagnard. Non, et puis il faut avoir la passion, je pense, parce que sinon c'est des métiers qu'on ne peut pas faire. Que ce soit du mélèze, du sapin ou bien de l'épicéa, tout ce bois sera acheminé vers les scieries pour être transformé en bois de charpente ou de bardage. Tu dois bien dormir le soir? Moi, je pars à 4h du matin, moi, normalement, livrer mon bois. En 1950, on recensait 11 scieries dites hydrauliques implantées sur la commune. Et pour bien comprendre à l'époque le travail des hommes du bois, il me faut revenir à la source. Et c'est dans une petite cabane en bois que se niche une ancienne scierie hydraulique où m'attend Émile, détenteur du savoir des anciens. Là, tu nettoies le bois? Je nettoie le bois parce que quand il a été traîné dans la forêt, Ouais. pour arriver jusqu'au chargement du camion, l'écorce s'est remplie de pierres. Et si j'enlève pas cette écorce, avec les pierres qui y sont, la lame de la scie va de suite être abîmée et il faudra l'aiguiser trop souvent. D'accord. Et bien maintenant, je vais le rentrer. Voilà. Tout simplement. Tout doucement, il vient. Dis donc, c'est pas mal comme poignée. Hein. Oui. La glisse. Tu peux commencer à serrer là-bas. Encore un petit peu. Ah là, oulala, c'est bon. Après, on fait quoi? À partir de cette manivelle, j'ouvre la vanne qui se trouve devant le distributeur. Et voilà, l'eau tape sur les godets, elle met la scie en route. Avec cet embrayage, je fais avancer le chariot. Tu deviens un bon sarail. Comment tu l'as appelé? Sarail. Ça, c'est le nom patois des scieurs. Grâce aux différentes actions menées par la Maison du Bois, l'une des dernières scieries hydrauliques reprend vie à chaque visite. Et ça, tu le gardes pas? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'écoin et qui est donc inutilisable pour la menuiserie ou la charpente et qui sert pour faire du bois de chauffage, par exemple, ou bien du bardage, des fois. C'est pour ça, en fait, que tu la coupes peu épaisse. Le moins épaisse possible. Dis-moi, tu m'as pas raconté. En fait, toi, tu es charpentier de formation, mais ton premier métier, tu l'as appris ici. Eh oui, j'ai commencé très jeune, à moins de 10 ans, je travaillais déjà dans le bois avec mon père. Ouais. Et quand je revenais de l'école, je lui ai donné un coup de main ici pour trier les planches, etc. Et pour rentrer le bois, comme on a fait tout à l'heure. Ouais. Oui, parce qu'à l'époque, vous étiez bûcheron, exploitant forestier finalement. Oui, un petit peu. Vous étiez scieur également. Oui. Et paysan. Et paysan. On faisait un petit peu tout, c'est-à-dire, comme l'exploitation agricole était toute petite, pour pouvoir vivre, mon père avec son beau-frère ont monté cette scierie et qui permettait de travailler l'automne, l'hiver et le printemps, quand il y avait moins de travail dans les champs. Ouais. Et pourquoi tu n'as pas repris, toi, le métier de scieur? Eh bien, malheureusement, ça m'aurait bien plu, hein, ouais. Parce que j'aimais énormément travailler dans le bois, couper le bois, l'amener jusqu'à la scierie, scier, tout ça, mais ce n'était plus rentable. Avec une machine comme ça, on fait 1 mètre cube de planche par jour. Alors que pour que ce soit rentable, il faut au moins 20 mètres cubes de planche par jour. Mais de toute façon, une scierie comme celle-ci pourrait recommencer à débiter du bois sans aucun problème. Seulement, c'est la rentabilité qui ne peut pas y être. Mais c'est vrai que dans le cadre de la maison du bois que nous avons construite là,
sur le Améola. chemin qui vient là, Ouais. c'est un outil de plus pour bien faire voir ce qu'était le travail du bois. Donc, tu transmets, tu m'as transmis. Maintenant, je vais devenir scieuse, peut-être. Allez, oui, Oui, j'ai pourquoi encore pas. un peu du boulot. Bon, Pourquoi pas. on se refait une tranche? Allez. Allez, j'y vais. Tu me dis si c'est bien. Je pense que j'ai pris le bon coup de main. Alors, cette fois, un tour, 2 tours et un quart. C'est bon. L'histoire de la vallée ne serait pas complète sans parler de son agriculture. Lorsque vous passerez dans le hameau de Saint-Barthélemy, arrêtez-vous devant la maison au volet vert. Ici, nous sommes chez Joël, éleveur paysan. Et même si ces chiens aboient fort à votre arrivée, c'est une façon de vous souhaiter la bienvenue. Just this time, why don't you lay your head down in my arms? Toi, qu'est-ce qui t'a séduit tout particulièrement? Le cadre et la maison. Quand j'ai visité la maison, j'ai eu un coup de foudre pour la maison, quoi. Alors, cette maison, elle est assez incroyable. Elle fait combien de mètres carrés? 400 mètres carrés au sol, 400 mètres carrés? sur 3 niveaux. Pour toi et ton fils? Mais c'est un peu petit, des fois on espère, mais Moi, j'aimerais bien que tu me la fasses visiter. C'est possible? en partie, ouais. En partie? Et quelle partie tu vas me proposer pour la visite? C'est pas qu'une simple maison, c'est une maison et une exploitation à la fois. Ouais. C'est tout un ensemble. Et tout marche ensemble. Tout fonctionne ensemble. Et j'ai fait en sorte que tout refonctionne ensemble aussi. C'est mon souhait. C'est ça qui est bien. Entre. Ce grenier, il est quand même assez incroyable. Donc, c'est 400 mètres carrés. 400 mètres carrés au sol, un volume de 2 étages quasiment, tu vois. Oui. Presque une coque de bateau retournée. Hein. Ouais, c'est un peu ça, effectivement. Et, ouais. Et ce qui est vrai, ce qui est génial dans cette charpente, c'est le travail des forces, l'équilibre qu'il y a dessus, comment ils ont géré ça. On pourrait supposer que ce sont des charpentiers de marine ou des compagnons. Ouais, c'est ce que tu penses, ouais, peut-être. Vu la qualité du travail, ouais. Alors, c'est du mélèze. Tous les supports en grande partie du mélèze, oui, effectivement, ouais. Et ça dure dans le temps. Parce que donc, la maison, on rappelle, elle existe. La maison date du XVIIIe siècle, certainement fin XVIIIe. Ouais. Il y a toute une histoire aussi avec ce grenier. Ce grenier a toujours servi de stockage. Hein. Le stockage, on le mettait toujours en hauteur parce qu'il y avait les animaux en dessous, complètement bas, la partie habitable entre les deux et le foin. Donc le foin, on le rentrait par ici. Donc il y avait un pont, les chevaux rentraient directement dedans. Oui. Hein, donc ils avançaient ici, ils faisaient le tour, ils pouvaient faire un demi-tour complet. C'est vraiment une maison où on peut vivre suivant la saison, en autarcie complète. L'hiver, si on veut, on n'est pas obligé d'ouvrir les portes. Donc Ouais. qu'il y ait 1 mètre de neige ou pas, ça n'empêche pas de nourrir les animaux, de vivre dans la maison. Il y a effectivement juste les excréments des animaux qui pourraient gêner par la suite, mais sinon on peut rester à l'intérieur, c'est pas un problème, quoi. Donc qui dit foin dit bête. Forcément animaux, parce qu'on ne fait pas du foin pour le plaisir de faire du Non, foin. non. On le fume peut-être pour certains, mais On se roule dedans éventuellement. pas tous les foins. Pas tous les foins, ouais, ça, c'est important. Sinon ça pique. Ah ouais, pas tous les foins. Donc les animaux. Les animaux, j'ai au moins quelques vaches, type laitière, quoi, avec la suite, les genisses et les veaux, des moutons, enfin des agneaux, des porcs et des chevaux. Alors, moi j'aime les vaches. Tu sais en plus, moi les vaches, les Montbéliardes, c'est celles que je préfère. J'ai pas que des Montbéliardes, T'as quoi d'autre? des abondances aussi. C'est pas mal aussi, mais je préfère la Montbéliarde. Lorsqu'il est arrivé il y a 10 ans, Joël a entrepris une série de grands travaux et remises en état de cette ancienne exploitation agricole. Mais notre agriculteur ne compte pas s'arrêter là et il a donc prévu de nouvelles activités. Joël s'ennuyait jamais. Bien, Florette. Ça marche. Allez, avancez les grandes. Alors toi, t'as choisi l'abondance et la Montbéliarde pour leur qualité de lait, c'est ça l'idée? Ouais, c'est par rapport à la qualité fromagère de leur lait. Ouais. Pourquoi la qualité fromagère? Parce que la perspective, c'est de finir les travaux de la fromagerie pour l'ouvrir pour l'automne, quoi. Oui, ça, le projet, c'est demain, quoi, après-demain.
Ouais, Non, un jour qui est. Fleurette, Camargue, avancez. Fleurette, avance, dépêche-toi, je dis. Viens là. Viens, avance. Fleurette, t'exagères là. Avancez. Fleurette, s'il te plaît, tu viens là. Allez, dépêche-toi. Avance. Tu veux bien? Allez, viens là. Fleurette. Je savais que quand ta plante allait compter Fleurette, mais là, franchement, t'exagères. Allez, viens, ma belle. C'est bien, Eric. Allez, venez. Dépêchons les filles. Tu fais ça une fois le matin Une fois le matin, une fois le soir. et une fois le soir. Et ça, j'ai jamais fait. Hein. Merci, ma Fleurette. Bah ouais, faut que tu me montres. Ouais, C'est ça. Petite pression là. juste comme ça. Ouais, qui mène vers